Journal de campagne avec le porte-parole de Jacques Cheminade. Bonsoir, Karel Verheyken. Merci d'être avec nous face à Renaud Pilat, de la rédaction d'LCI. Bonsoir. Merci aussi pour les temps de parole, parce que c'est vrai qu'aussi ça compte à une semaine maintenant de ce premier tour de la présidentielle. Jacques Cheminade, pour beaucoup, c'est un peu un candidat ovni, inclassable. Vous vous situez où? Alors, d'abord, c'est un ovni dans le sens que pendant 5 ans, on ne le voit pas parce qu'on éteint la lumière. Et si on éteint la lumière, même si Solidarité Progrès, son mouvement s'agite, donc la photo on ne le voit pas. Photomédia qui, tous les 5 ans, disent on ne le connaît pas parce qu'ils n'ont jamais fait réellement le travail d'aller voir ce qu'ils font pour en parler et pour montrer ce qu'ils font. C'est sa 3e campagne présidentielle. Hein. C'est sa 3e. Effectivement. Oui. Vous dites un mouvement qui pendant 5 ans survit. Il y a combien de sympathisants, combien de militants dans votre mouvement et comment ça s'organise entre 2 élections présidentielles? Alors, on a d'abord un site internet où on a minimum, aujourd'hui ça a quasiment doublé, mais en dehors des grandes campagnes, on a quand même 5000 visiteurs par jour, donc ça fait 150 000 par mois. Ensuite, on a un réseau d'abonnés à notre journal, dont je suis le directeur de publication. Donc, on a 2-3 000 abonnés payants, cotisants, qui nous permettent d'avoir un bureau, des téléphones et de participer à un certain nombre d'élections le moment venu où ça peut s'y prêter. Qu'est-ce que vous dites d'ailleurs aux maires pour avoir les 500 signatures? Vous parlez du programme de Jacques Cheminade, évidemment. Et quoi dire, c'est la démocratie, il faut qu'il y ait le maximum de candidats? Non, l'argument de la démocratie, c'est un aspect, mais il y a quelque chose sur le fond, c'est-à-dire un abandon de plus en plus grand, donc je dirais quelque chose qui est contraire à la Constitution, égalité, liberté, fraternité, c'est-à-dire petit à petit, il y a des déserts médicaux, les gens n'ont plus accès à des médecins, il y a des déserts numériques, on a plusieurs centaines de villages en France qui ont peut-être la 2G, qui n'ont pas la 4G, alors qu'on aimerait... Voire 0G. 0G, alors qu'en Chine, il y a maintenant des villes qui sont à la 5G. Vous avez le port d'Anvers qui va passer au 5G pour mettre des puces dans les conteneurs pour moderniser les transports. Je vous disais, ce qui vous caractérisait, c'est la modernité aussi, le programme de Jacques Cheminade. Oui, mais nous sommes au même temps pour la justice sociale, pour tous, et pas juste pour une petite... élite, et en même temps, Solidarité Progrès, c'est bien notre nom. Donc nous sommes c'est votre parti. Nous sommes pour le progrès. Donc de ce point de vue-là, nous sommes de gauche et nous sommes. Ah, vous êtes de gauche? Jacques Cheminade s'est désigné comme un gaulliste de gauche. Donc il veut une certaine souveraineté parce qu'il pense que la souveraineté de la monnaie, de la défense, c'est des choses importantes. Mais en même temps, il est quelqu'un, il est patriote, mais il n'est pas nationaliste. C'est-à-dire, il aime son pays, mais il n'est pas en guerre contre les autres pays. Il ne les voit pas du tout comme des ennemis, mais comme des partenaires. Pardon de vous couper, mais même si le clivage droite-gauche, on le voit depuis quelques mois, a tendance à s'estomper dans la tête des Français, quand même, beaucoup de Français continuent à réfléchir avec ce clivage. Vous vous situez plutôt à droite ou plutôt à gauche, pour les gens qui vous connaissent pas du tout? Écoutez, il faut quand même admettre que la plupart des gens ne se reconnaissent plus du tout dans cela. Ils pensent que, quelque part, disons, on pourrait dire que Chirac a liquidé l'héritage gaullien, ou Sarkozy plutôt, et que François Hollande est en train de finir de liquider l'héritage socialiste. Donc aujourd'hui, vous avez 30% des gens qui vont probablement pas voter parce qu'ils se reconnaissent nulle part. Et ensuite, vous avez au moins 30% des gens qui vont peut-être aller voter, mais ils ne savent toujours pas pourquoi, parce qu'ils se reconnaissent en rien. Et donc, ça donne par exemple comme résultat des sondages où, en finale, on parle de 40% de la population qui s'exprime dans les sondages, parce que moi, quand je vois les courbes, je ne vois jamais ceux qui ne vont pas voter, je ne vois pas les gens qui ne savent pas encore pour qui voter. C'est exclu des sondages, donc il y aura des pochettes surprises dimanche prochain. Votre grande idée, c'est quand même la réorganisation totale de l'économie. Oui, c'est-à-dire on veut surtout... Dites-moi si je me trompe. Disons, on veut surtout remettre la finance au service de ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'économie réelle. C'est-à-dire qu'on a constaté que depuis 30 ans, il y a eu une hyperconcentration donc, du monde de la finance, où, par exemple, aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a 28 banques systémiques dans le monde qui ne peuvent plus faire faillite parce qu'elles sont tellement interconnectées
elles font tout. Elles font aussi bien les dépôts que le crédit, que la gestion du patrimoine, que les marchés, Et vous laissez que même la téléphonie. les banques de que- dépôt. Que ces banques, aujourd'hui, ne peuvent pas faire faillite et nous ont pris en otage. En 2008, toutes ces banques-là qui avaient joué, parce qu'aujourd'hui, leur bilan, c'est 70%, c'est de la spéculation qui n'a plus rien à voir avec l'économie réelle. Quand ils ont fait des mauvais paris, ils ne peuvent pas faire faillite. Donc, ils sont venus voir nos gouvernements. Ils ont dit, voilà, vous ne pouvez pas accepter notre faillite, donc il faut nous renflouer. Donc concrètement, vous voulez Donc, séparer. aller dans la dette. Concrètement, la mesure, c'est Donc, la première mesure d'assainissement, c'est pas la recette miracle, mais c'est quelque chose qui, pendant 60 ans, a permis d'avoir des crises bancaires, mais gérables. Parce que quand les gens faisaient faillite, ça ne gênait que ceux qui avaient fait des mauvais choix. C'est de couper les banques en deux, en mettant d'un côté des banques de dépôt et des crédits, que l'État doit protéger et même aider en cas de besoin, parce qu'elles sont utiles et nécessaires au fonctionnement de l'économie. Et de l'autre côté, des banques d'affaires, qui, si Madame de Bettencourt veut confier sa fortune à telle ou telle banque, cette banque est payée pour prendre des risques, pour monter des coûts. la séparation des activités Le jour où bancaires. cette banque perd, c'est le problème de Mme Bettencourt, c'est pas le problème de tous les Français. La première priorité des Français dans toutes les enquêtes d'opinion, et puis même lorsqu'on discute les uns les autres, c'est quand même l'emploi, Oui. le chômage de masse. Quelle est la mesure de Jacques Cheminade pour lutter contre le chômage de masse qui, effectivement, gangrène l'économie française depuis maintenant plusieurs décennies? Alors là, il faut me laisser un tout petit peu de temps. D'abord, on fait cet assainissement du monde financier. Oui. Deuxièmement, on réautorise donc la Banque de France de faire des avances au Trésor, comme ça se faisait avant 1973. Par exemple, à la Libération, en 1945, Alors attendez, pardon, je vous coupe, mais pour ça, on sort de l'euro et on c'est sort contraire de au l'Europe. traité. C'est contraire au traité Voilà. européen. Donc si c'est contraire, on sort. En 1945, Pardon, juste en discutant avec nos partenaires ou on sort unilatéralement? alors j'ai déjà répondu à cette question à France Info. Oui, mais là, vous n'êtes pas en France Info. Parce que Pour ceux qui nous regardent, la c'est-à-dire Banque que de, la Banque de contrairement- France, aujourd'hui, elle a un rôle qui est pas le même que celui que vous envisagez à Mais là, cause il y a de une- l'Europe. Oui, mais là, une question il faut le faire d'une façon compétente. C'est-à-dire, si vous le faites comme le propose M. Asselineau, Mme Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan, ou même Mélenchon dans son plan B, ces gens-là disent, le jour où on est élu, on va appliquer l'article 50, on va aller à Bruxelles, on va faire un référendum, et tout cela ne marchera pas. C'est le Frexit. Le Frexit, ça ne marchera pas, parce que la France n'est pas l'Angleterre. Donc, le moment où ce président est à l'Élysée, vous avez l'effet baignoire, c'est-à-dire tous les capitaux partent de France, et ces gens-là n'auront jamais le temps d'organiser ce dont ils donc parlent. vous y prenez comment? Donc nous prenons par surprise, Oui. bien que je le dis à la Oui, télévision, parce que là, c'est plus une surprise. Par surprise, on prend un week-end et on le fait. Et à ce moment-là, la France étant la France, si vous voulez, ce sera la fin de la zone euro. Disons, Quand vous dites juste pour les gens qui nous regardent, attendez, on le fait, c'est-à-dire parce que pour qu'ils Ça veut comprennent bien, on le fait, on fait quoi? c'est-à-dire que pendant ce le week-end-là président français Oui. appelle à ses partenaires en Europe et dit voilà, la France suspend donc l'euro et on ouvre tout de suite une discussion. immédiatement. Immédiatement, il y a une négociation pour faire quelque chose après. Parce qu'il faut 2 C'est-à-dire- ans, normalement, hein, si on suit les procédures normales. Ah, vous savez, le général de Gaulle disait quand vous vous rendez compte que vous êtes couillonné, vous foutez le camp. Ah oui, Et ensuite, les juristes, vous les mettez au boulot pour Ils faire ce qu'il suivront, faut ils faire. suivront, ils suivront. l'intendance suivra, oui. Attendez, l'intérêt de la France n'est pas défini par des astucies juridiques qui, à des moments donnés, peuvent être contraires à l'intérêt historique de la France. Donc on aura le retour à la monnaie très vite nationale, le retour à une monnaie nationale. La monnaie n'est pas la base de l'économie. La base de l'économie, c'est le crédit et c'est le pari, non pas sur les marchés financiers, mais le pari sur un projet et sur le travail. D'accord. Donc, une fois qu'on fait ça, on reprend 5, 6, 7, 8 pays du vieux cœur de l'Europe avec laquelle on peut avoir une harmonisation fiscale, sociale. Dans ces On 5-6 peut pays, faire des choses. il y a l'Allemagne avec Il ses y a pays. l'Allemagne, il y a les pays du Benelux, D'accord. etc. Et sur cette base-là, on fait des coopérations renforcées. Vous savez, on a fait Airbus, on a fait Ariane Espace, on a fait la politique agricole commune, bien avant l'arrivée de l'euro. Alors juste, Donc, je reviens juste. prétendre que tout ça tombera
parce qu'il n'y aura plus l'euro. L'euro est la zone. On prétend rien, disons- on laisse parler. La zone euro, Vous la zone euro, c'est un savez, Titanic. on est en temps de parole, on n'a pas le droit de dire du mal de votre Non, mais programme. Alors allez-y. La zone euro, c'est un Titanic. Donc, c'est pas le dernier qui part qui est le mieux placé. Donc, ensuite, bien sûr, nous sommes donc des Européens de cœur de ce point de vue-là. C'est au nom de nos valeurs que nous contestons ce qu'on nous fabrique aujourd'hui, qui est contraire à la vision des fondateurs de l'Europe. Alors là, juste, pardon, c'est l'Europe et la monnaie. Je reviens juste à ma question sur l'emploi et le chômage. Oui. Alors, Mais vous m'avez empêché de répondre. non, bah, non, mais là, on a de diversion. Allez-y, vous non, êtes mais là alors pour ça. finissez Alors, si vous voulez, mais D'accord. Donc, comme sur je vous l'allègement le- des charges, D'accord. sur le Donc, niveau du SMIC. Je vous le disais, on redote donc la France d'une capacité souveraine de crédit. D'accord. Ensuite, nous émettons. Aujourd'hui, M. Mario Draghi, tous les mois, émet 60 à 80 milliards Le pour président de la président de la Banque Centrale Banque Européenne, Centrale Européenne. ancien monnayeur de Goldman Sachs à Londres, qui a beaucoup aidé à maquiller les comptes pour permettre à la Grèce d'entrer dans la zone euro. Pour l'instant, donc, lui, ex nihilo, il crée de l'argent pour maintenir debout des banques qui, à un moment donné, ne devraient plus l'être. Donc, nous disons, au niveau français, nous créons chaque année 100 milliards d'euros pour investir dans du lourd. Et le lourd, c'est quoi? C'est donc l'urgence sociale, parce que c'est pas seulement 3,5 millions de chômeurs de catégorie A, c'est 6,5 millions de personnes qui sont demandeurs d'emploi. Et si vous faites le total, on est à 11,8 personnes, 8 millions de personnes en France qui sont paupérisées ou en voie de paupérisation. Donc par rapport à ça, On injecte 100 milliards. on injecte 100 Contre milliards. vous Alors on les met dans quoi? On les crée ex nihilo, Ah oui. Oui, puisqu'on peut faire de la Mais- planche à billets. mais Parce pas qu'on a la pour Banque de acheter France. des bons vins pour remplir la cave de l'Élysée. On les émet, on fait le pari, non pas sur les marchés financiers, mais sur le travail et sur le projet. Alors, quel est le projet? Le projet, c'est de voir quels sont les besoins réels de la population. Les besoins réels, c'est que nous sommes à la fin du baby-boom, donc on va avoir beaucoup de personnes âgées. On a une natalité qui est encore assez bonne, avec un apport de l'immigration. Donc on aura beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes âgées dont il va falloir s'occuper. Donc ça, on peut dire c'est un fardeau, on peut dire c'est un gisement d'emploi fantastique. Donc ça veut dire tout de suite 100 000 personnes pour la petite enfance, 100 000 personnes aussi pour le grand âge. Ça correspond, c'est pas juste du social. Fonctionnaire ou Ça peut secteur prendre- privé? Ça peut être les deux. Les deux, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, redonner les dotations aux communes et aux collectivités territoriales qui savent très bien les besoins sur le terrain. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi les maires ont signé pour Jacques Cheminade, parce que nous sommes allés non seulement parler et répéter et porter la parole de M. Cheminade, nous sommes aussi allés écouter ce que les gens sur le terrain ont à dire. Donc là, il y a un gisement d'emploi. J'ai vu aussi que vous vouliez faire Je voudrais un juste grand... finir. Allez-y, bon, alors finissez. Alors ça, c'est le premier volet pour traiter l'urgence sociale. Et chez Roosevelt, c'était très important parce que, Oui, vous êtes effectivement, proche. Les théories de Jacques Cheminade sont proches de celles du New Deal de Franklin Roosevelt, hein. de Roosevelt. pas Theodore Roosevelt. Non, pas celui Franklin. d'avant. Oui, celui de la Le Seconde deuxième Guerre mondiale. volet, c'est que si vous faites aujourd'hui l'état de nos infrastructures, vous avez une ruine, c'est-à-dire les budgets de maintenance, par exemple des routes départementales, depuis 2008, sont en baisse de 33%. C'est-à-dire que la commande publique, puisqu'on a baissé les dotations, donc les collectivités territoriales ne sont plus en train de faire les investissements nécessaires. On a 12 000 ponts qui sont en train de rouiller et qui sont atteints structurellement de la rouille. Donc quand on vous dit qu'il n'y a pas de travail, c'est absolument faux. Donc il faut remettre en état nos infrastructures, c'est-à-dire les chemins de fer, les ports, les routes. Et tout ça, c'est de l'emploi. Vous savez, on a des caténaires sur le RER-C qui avaient 90 ans. Bon, ça prouve qu'on a du très bon matériel. Juste Je vais bien. Alors, le troisième volet... Deux questions sur l'emploi, juste? Non? Non, Bon, allez-y. Allez-y. Merci. Pardon? je finis. Oui, allez-y. Donc, premier volet, donc, c'est ces investissements dans l'urgence sociale. Deuxième volet, les infrastructures. Et troisième volet, c'est vraiment créer des nouvelles filières, c'est-à-dire ce que Cheminade appelle les nouvelles frontières. Et c'est dans ce cadre-là donc qu'il parle d'un grand projet d'exploration spatiale
d'aménagement des océans et de développement de l'Afrique, évidemment pas tout seul et pas tout en mettant fin à la France-Afrique et le franc CFA, en travaillant avec d'autres partenaires, mais c'est là où il y a énormément de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir. Et de la coopération internationale, notamment pour le spatial. Vous faites de la Lune une espèce de base de lancement. Bah, si vous voulez, la Lune, si on continue à être nous-mêmes dans la Lune, on va être les derniers à y arriver. C'est-à-dire, j'ai ici un document qui était... Si vous regardez le dernier budget qui vient d'être voté donc, que Trump a signé et que le Congrès américain a signé, c'est 19,5 milliards de dollars votés pour... voilà, la NASA a mandaté pour envoyer des hommes sur Mars. Bon, c'est pas cheminade, c'est le Congrès américain. Donc, il y a le privé aussi, Elon Musk veut le faire. Après, cela dit, c'est vrai que les États-Unis ont une puissance économique qui n'est pas équivalente quand même à la puissance française. Vous connaissez, ils ont quand même un peu plus de sous. C'est le pays le plus endetté du monde. Donc, c'est vraiment, si vous raisonnez en termes comptables et budgétaires, évidemment, vous pouvez dire justement, eux, ils ont la planche à billets. Donc, eux, quand ils ont de la dette, ils n'ont pas de problème de faire marcher la planche à billets. Si on avance un petit peu quand même, j'ai vu que vous vouliez ouvrir dans chaque ville des laboratoires de fabrication citoyens. C'est quoi ça ? Alors, ce qu'on appelle les Fab Labs, là, Jacques Cheminade, la semaine dernière, vient de visiter près de Toulouse un Fab Lab. C'est-à-dire, c'est un endroit, ça peut être... pour l'instant, c'était les grandes universités ou les grandes entreprises, par exemple, qui mutualisaient un endroit où ils avaient des imprimantes 3D, des engins pour la découpe au laser, des outils informatiques. L'idée, c'est de donner... Nous sommes convaincus que les Français ont des idées et des projets, et que si on leur donne les outils, en fait, ils vont se mettre au boulot et les faire. Alors, en plus, c'est absolument quelque chose de très intéressant au niveau culturel. C'est un incubateur, comme on dit maintenant, pour les startups ? C'est plus ludique que ça, dans le sens que vous avez beaucoup de gens qui vivent dans une société, qui sont dans une philosophie de consommateur. Et là, vous avez un endroit où on leur dit, voilà, vous avez, je sais pas moi, vous avez même un pied de votre fauteuil qui est cassé et vous ne pouvez plus trouver chez Ikea exactement le modèle qu'il vous faut. Vous pouvez aller dans le Fab Lab et vous allez dessiner le pied de votre fauteuil et on va soit l'imprimer avec une imprimante 3D, on va vous apprendre et donc il y a beaucoup de jeunes. Et c'est payant ou c'est gratuit ou c'est sous forme de troc ou c'est une nouvelle forme de... Ça peut être ça peut être une cotisation relativement symbolique. Mais par exemple, vous avez Barcelone. Dans Barcelone, vous avez des arrondissements, comme dans Paris. Dans chaque arrondissement, il y a un Fab Lab. Et disons, c'est surtout une révolution culturelle, je trouve, parce que on amène les gens, au lieu des consommateurs, ils reviennent à une idée de production, de création. Et pour nous, voilà, ce qui est essentiel dans l'être humain, c'est justement cette faculté de penser, de créer. Et alors, ça a été beaucoup utilisé dans la médecine, notamment pour les imprimantes 3D. Par exemple, vous avez un accident de voiture, on peut vous imprimer en titane une mâchoire qui, à partir des mains de remplacement, des photos de rayons X qu'on a de vous de par le passé. Donc c'est un moyen de ramener, évidemment, les entreprises qui sont intelligentes, elles envoient des personnes dans ces Fab Labs pour voir les talents qui viennent et voir, tiens, ce gamin, lui, il a des talents. J'ai vu, parce qu'il nous reste une minute, que vous vouliez aussi interdire les écrans aux moins de 6 ans parce que, par exemple, les jeux vidéo sont trop violents. C'est un peu deux sujets qu'il faut séparer. C'est-à-dire, d'une part, tous les professionnels des neurosciences et même les gens qui peuplent la Silicon Valley, en fait, évitent de donner même des écrans à leurs enfants avant le secondaire. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que les capacités mentales et les qualités de concentration, de conceptualisation dont vous avez besoin pour bien utiliser ces outils, vous les développez avant et ailleurs que disons, c'est pas l'écran qui vous apprend à penser. C'est un instrument fantastique, mais il faut apprendre même à le programmer et le construire soi-même pour vraiment savoir dans quoi on est.
Et ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu parler de tout ça. Vereiken, vous êtes porte-parole, Karel Vereiken, de Jacques Cheminade. Merci beaucoup d'avoir participé à ce temps de parole sur LCI.